Merci Inès. Maintenant, on va passer à Manon Lenné. Madame Manon Lenné, vous êtes la directrice éditoriale et brand content chez Ogilvy, une agence de publicité que vous avez rejoint en 2018. Vous êtes également diplômée du master conseil éditorial. Nous l'avons vu avec la présentation de Madame Vignon, s'adresser aux jeunes est un réel défi pour les institutions. Différents codes, différents médiums, une ligne éditoriale qui jongle entre légitimité et intérêt pour la cible sans l'infantiliser ni sans perdre crédibilité. Et ce soir, nous allons parler de l'importance pour ces institutions de s'intégrer dans les modes de consommation de la génération ciblée. Pour vous, quels sont les enjeux des institutions? Merci beaucoup de m'offrir cet espace de parole et puis pour cette introduction. Donc, en effet, au risque d'être redondante pour les institutions, parler aux jeunes, c'est un vrai exercice d'équilibriste. La question, c'est pas celle de la légitimité du discours, elle est absolument pas remise en question. La question, c'est celle de la posture et de la verticalité de ce discours, parce qu'il y a un phénomène psychologique qui est assez universel et je pense qu'on l'a toutes et tous déjà vécu, qui explique pourquoi certaines prises de parole institutionnelles peuvent être inefficaces. Ce mécanisme, c'est la réactance psychologique. L'idée, elle est assez simple, hein, c'est que quand j'ai le sentiment qu'on bride ma liberté, que je perçois une injonction, un tu dois, il faut, sois responsable, etc., donc un message que je perçois comme moralisateur, mon cerveau se dit, OK, on essaie de me contrôler, et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je reprends le contrôle. Donc, ça peut être en m'opposant frontalement, en me fermant, en me moquant, ou parfois carrément en faisant l'inverse. Et donc là, on parle d'effet boomerang. C'est un phénomène qui est assez courant, notamment dans le cadre des campagnes de prévention de santé publique. Il y a des études qui ont montré que les messages, alors c'était des messages anti-alcool, je crois, sur des campus américains, étaient contre-productifs et en réalité empiraient la consommation d'alcool parce qu'ils étaient trop injonctifs. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes adultes, puisque c'est une période où on construit son autonomie, on s'émancipe du joug parental, si je puis utiliser cette expression, et donc on a tendance à rejeter un petit peu les formes d'autorité. Or, en tant qu'émetteur institutionnel, il y a d'office un a priori de verticalité et d'autorité, quand bien même on adopterait les codants de la génération qu'on va cibler. Donc ça rejoint ce que disait Laurence Vignon juste avant. Hein. L'enjeu, c'est pas seulement d'être moderne et d'adopter le ton et une DA un peu jeune, d'autant qu'on n'est pas forcément le bon émetteur pour ça. L'enjeu, c'est d'aller éviter cet effet injonctif et de rendre le message appropriable. Et donc, en effet, c'est là que l'infiltration culturelle peut être un levier majeur. C'est comment on va s'intégrer dans des modes de consommation réels de la génération qu'on cible, les canaux qu'elle choisit, les formats qu'elle consomme déjà et les environnements auxquels elle accorde sa confiance. Parce que le problème, c'est donc pas seulement quoi dire, mais comment on va le dire, par qui on va le faire dire et où on le dit. La Gen Z aujourd'hui, entre autres, elle accorde son attention à des environnements qui sont plus conversationnels, donc des créateurs de contenu, des néomédias, des plateformes et parfois des marques. Et donc c'est là qu'on peut avoir le plus de chances d'être entendu. Et c'est un changement de paradigme pour les institutions parce que ça implique d'accepter que la bataille, elle se joue moins sur le message parfait, mais aussi sur l'endroit, le format et la manière dont on va le délivrer, tout en gardant évidemment sa légitimité et sa posture. Et donc concrètement, ça peut passer par des partenariats. Alors c'est pas la recette magique, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est des cas qui peuvent être assez intéressants et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Ogilvy, donc où je travaille pour Tinder depuis plusieurs années. Alors non, Tinder n'est pas une institution, je vous le confirme. C'est une appli de rencontre, je pense que tout le monde connaît, qui a une audience qui est massivement Gen Z, puisqu'on a 60% des membres qui ont moins de 30 ans. Et à certains égards, c'est aussi un média puisqu'on a des espaces de diffusion et c'est de ça dont on sert pour les campagnes que je vais évoquer. C'est volontairement un peu provoque dans ma formulation, mais on utilise Tinder comme un cheval de Troie vertueux, mais pour faire passer des messages d'intérêt général à travers l'usage naturel qu'ont les gens de l'application. Donc pour vous donner trois exemples, le premier, il est très récent. C'est ce qu'on a fait pour les élections municipales en partenariat avec le gouvernement. Donc, on le sait, les 18-25 ans, aujourd'hui, c'est la frange de la population qui est la plus abstentionniste. Je lui donnerai pas forcément tort au vu du paysage politique qui nous est proposé, mais je vais pas m'épancher sur des considérations personnelles. L'objectif, c'était de sensibiliser cette cible aux élections et surtout de déclencher des actions concrètes. Donc, s'inscrire sur les listes électorales d'abord, comprendre la procuration et les dates pour faire procuration, et rappeler l'échéance des deux tours du vote.
Et donc, on a intégré sur l'application des messages. Alors, je vais voir si je peux partager mon écran, ce sera peut-être plus parlant. Mais sinon, je vais vous le raconter. Tac. Bon, je vais vous le raconter, je crois que ce sera plus simple. Je t'ai nommé co-hôte, donc normalement tu peux partager ton écran en cliquant Alors, sur partager, le bouton vert au milieu en bas. tac. Ça bloque de mon côté, mais c'est pas très grave. Je vais vous le raconter, ce sera bien aussi. Donc, on a intégré des messages au fil des swipes dans l'application. Tous les 15 profils ont tombé sur ce qui s'appelle une in-app card dans le jargon Tinder. Donc, un petit message qui rappelait donc à la fois l'importance d'aller voter aux dates d'élection, euh, de faire procuration si on était absent ce week-end-là, et donc de s'inscrire sur les listes électorales ou vérifier qu'on était bien inscrit. Et pour le coup, dans la DA et dans le ton, et en ça c'est assez intéressant suite à ce que vient de dire Laurence là, on a adopté des codants ultra Gen Z, très connivants, euh, et clairement le gouvernement n'aurait pas pu se permettre ça en tant qu'émetteur. On a pu se permettre ça parce que c'était Tinder l'émetteur en collaboration avec le gouvernement. Et ça a très bien fonctionné puisque donc, le CTA a redirigé vers la page justement de dispositifs d'élection mis en place par le Gouv et que la campagne elle court toujours, mais l'appli est l'un des vecteurs principaux de visite. Le deuxième cas, c'est une opération qu'on a fait avec l'association Solidarité Femmes et l'illustratrice Margot Motin sur la prévention autour des relations toxiques et des signaux faibles chez les jeunes qui doivent alerter, notamment les jeunes femmes, dans le cadre d'une relation amoureuse avec une asso, donc Solidarité Femmes, qui se cassait les dents depuis plusieurs années sur le fait que les messages sur les violences conjugales n'étaient pas du tout assimilés par les jeunes et notamment les jeunes femmes, pour plein de raisons. Mais la première, elle est sémantique, hein, c'est que déjà, rien que le mot conjugal, il porte quelque chose auquel on s'identifie pas forcément quand on a 18 ou 20 ans et qu'on est au début de sa vie amoureuse. Et donc là, avec une illustratrice et l'association, on a travaillé sur un nuancier, donc des illustrations hyper concrètes autour des red flags et green flags dans une relation, donc qui doivent nous alerter, qui était en fait une traduction illustrée du violentomètre, qui est un outil qui existe déjà, mais qui est un peu plus institutionnel et peut-être un peu moins parlant pour des jeunes femmes, avec des exemples et des situations qui sont adaptées à la cible aux situations que peuvent vivre les jeunes femmes dans une relation à cet âge-là. Et donc, encore une fois, un dispositif qui était soutenu en social via un dispositif d'influence avec notamment donc Margot Motin, l'illustratrice, et directement disponible sur l'application Tinder. Et le dernier, qui est mon petit chouchou parce que c'était la première campagne que je travaillais avec Tinder, c'est une opération qu'on a faite avec Radio France, avec un objectif de démocratiser la musique classique et de donner envie à des jeunes de venir assister au concert de musique classique à l'auditorium Radio France, qui a par ailleurs une super offre d'abonnement pour les moins de 28 ans, mais qui n'est pas hyper connue et qui bénéficie vraiment Enfin, il y avait vraiment un gros déficit de notoriété. Donc il y avait un vrai enjeu de faire savoir que ça existait. Et il se trouve que nous, en parallèle sur Tinder, on avait constaté à cette époque-là une augmentation des mentions liées à la musique classique sur l'application, dans les profils, dans les intérêts, etc. Donc, convergence d'intérêts, on s'est dit que ce serait bien de travailler ensemble. Et là, on a été un petit peu plus loin puisque on a créé des faux profils, les faux profils de trois compositeurs qui étaient Mozart, Debussy et Tchaïkovski, repimpés à la sauce 2023 grâce à l'IA. Aujourd'hui, ça paraît un peu banal, mais à l'époque, c'était incroyable d'utiliser l'IA pour faire ça. Et donc, on pouvait matcher avec eux comme avec des profils ordinaires sur Tinder. Et dès qu'on matchait avec eux, on recevait un message qui nous disait, alors évidemment, c'était pas les mots employés, mais coucou, bah moi je suis décédée, mais ma musique, elle, est encore bien vivante. Et on ouvrait l'accès à un concours pour gagner des places pour un concert avec son date, une rencontre aussi avec des musiciens directement avant le concert, et une centaine de passes moins de 28 ans pour la saison suivante. Et donc là, c'est un dispositif qui a hyper bien fonctionné puisqu'on a eu plus de 700 000 matchs sur ces profils-là en un mois. Donc 700 000 jeunes qui ont été confrontés à ce dispositif.
Donc là encore, c'est intéressant puisque l'infiltration culturelle via Tinder, elle a permis de créer une porte d'entrée qui soit pas intimidante et qui enlève un petit peu l'idée que bon, bah, c'est pas pour moi la musique classique, c'est pour les vieux, c'est pour les gens riches, c'est pour tout le monde, sauf pour moi. Donc ça, c'est le niveau 1 de ce qu'on peut faire en termes d'infiltration culturelle. En réalité, on peut aller encore plus loin en créant vraiment des objets culturels. Et c'est aussi ce qu'on a fait à l'agence pour le World Food Programme des Nations Unies en créant une série télé en Tunisie qui s'appelle Sala Sala pour lutter contre l'obésité infantile. Cette idée, elle est née d'un constat, c'est qu'il y a un problème d'obésité croissant chez les enfants et les adolescents en Tunisie et que les campagnes de prévention classiques sur la nutrition ne fonctionnent pas. Donc ça rejoint ce que je disais au début, euh, ce, ce comportement, cette réactance que rencontrent beaucoup les organismes sur les campagnes de santé publique. Donc, je vous passe le process parce que ça a duré plus de 3 ans avec des experts en sciences comportementales, etc., pour essayer de trouver les leviers efficaces pour analyser justement le rapport à la malbouffe, euh, pour les adolescents notamment, qui en fait incarnaient aussi l'émancipation de la tradition familiale. Donc, c'était hyper intéressant. Et de ça a abouti un vrai objet de divertissement, puisque c'était une série télé qui était diffusée sur une des grandes chaînes tunisiennes, comme pourrait être Plus belle la vie en France, hein, qui abordait, à travers l'histoire d'une famille, les thèmes de la nutrition, du gaspillage alimentaire. Donc toute l'intrigue était autour d'une famille qui avait un restaurant, etc., avec évidemment des adolescents, puisque c'était l'une des cibles principales, tout en valorisant les repas familiaux et le fait maison comme un vecteur de cohésion. Et donc ça, c'était diffusé il y a à peu près un an. Et alors, ça va peut-être paraître assez risible dit comme ça, mais il y a des effets mesurables qui sont assez intéressants. C'est qu'on a observé chez les spectateurs de la série une hausse de 11% de la consommation de légumes et 12% qui ont remplacé les snacks tout préparés par des snacks faits maison. Donc assez intéressant. Dans la même veine, on travaille en ce moment avec un éco-organisme sur une insertion dans une série télé française pour promouvoir des gestes de recyclage. Donc le principe, c'est le même, c'est de normaliser un comportement via un récit populaire pour qu'il devienne reproductible et qu'on puisse se l'approprier. Et donc, ce que ça prouve, c'est que l'intégration vraiment dans la culture, dans des personnages du quotidien, ça peut déclencher des vrais changements de comportement et surtout rendre le message plus audible pour les institutions. Je termine juste sur un point enfin, qui me paraît important, surtout quand je cite des cas comme Tinder, puisque l'utilité de cette infiltration culturelle, elle paraît assez évidente pour les institutions et les associations. Mais la question qui vient tout de suite, c'est, OK, super, mais pour une marque, bah, c'est quoi l'intérêt? Il y en a plusieurs des intérêts. Le premier, c'est qu'il y a un vrai enjeu de réputation. Aujourd'hui, les marques, elles sont attendues pour être utiles, pour prendre position, pour agir, et vraiment, ça devient progressivement un critère. Donc, elles n'ont pas le choix. Ensuite, il y a un enjeu de légitimité, c'est que sur des sujets sensibles, elles peuvent pas porter le message toutes seules, elles n'ont pas le savoir. Et donc, elles ont besoin d'alliés qui sont les sachants et les garde-fous du message. En échange, elles apportent justement aux institutions, aux associations, la capacité de diffusion, l'accès à des canaux où l'attention est disponible du côté de la cible. Donc, c'est un modèle qui est gagnant-gagnant. Et le dernier point, il vient vraiment de l'intérieur des entreprises, c'est qu'avec l'arrivée de la Gen Z dans le monde du travail, ces démarches, elles sont de plus en plus impulsées par des convictions individuelles. Nous, on le voit sur Tinder, que ce soit dans l'équipe côté Tinder ou à l'agence. C'est une équipe qui est engagée et qui est jeune, hein. D'ailleurs, c'était une condition du client quand on a commencé à collaborer ensemble, c'est qu'il voulait que les personnes qui travaillent sur ce sujet soient dans la cible. Et bah, en fait, ça transparaît côté marque. Donc, pour parler aux jeunes, j'ai envie de dire, commençons par les embaucher, par les mettre dans la pièce et faisons-les participer aux décisions.